avec les droits d'auteur. High-tech la clé pour le bruit. Du coup, je vais sortir du parking parce que si mes collègues me voient parler tout seul, c'est pour un fou. Ok. Je vais faire une petite vidéo comme ça parce que ça fait un petit moment que j'ai pas. J'ai sorti un short avant-hier ou hier, je sais plus, mais ça compte pas tellement. Mais j'ai pas fait de vidéo depuis quasiment 2 semaines. Je vais éviter de regarder la caméra pour donner l'exemple de quelqu'un de responsable sur la route. Je voulais faire une petite vidéo parce que pour moi, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur ces temps-ci et qui, selon moi, ne nécessite pas un podcast. Parce que vous connaissez, vous avez vu, pour ceux qui ont commencé à suivre les 2 premiers épisodes d'une série de 5 épisodes qui n'est pas abandonnée, elle est en pause parce qu'il faut que je termine le 3e jeu, mais la série sur Fallout, il y a des chiens au milieu de la route, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai lu, j'ai fait 2 podcasts, on a fait 2 podcasts avec le sur Fallout, le 2e dure 2h58. Donc pour éviter un extrême comme ça, je préfère être tout seul, parce que si j'ai personne avec qui échanger, même si je sais que tout seul comme un gros schizophrène, je pourrais parler pendant des heures, je pense que c'est pas un sujet qui non plus nécessite 3 heures. J'aimerais vous parler d'un jeu qui s'appelle Mafia 3, qui est sorti en 2016, et que vous connaissez sûrement, parce que c'est un jeu qui est un petit peu dans cette même lignée des cyberpunk, je le fais avec l'accent, ou d'autres jeux qui sortent à la pelle aujourd'hui, qui nous vendent monts et merveilles pour au final être décevants sur un point de vue technique ou autre. Et je voulais revenir sur Mafia 3 que j'avais fait en 2017, que je n'avais pas aimé, comme un peu tout le monde, et que j'ai voulu refaire récemment car je me suis fait le remake de Mafia 1, Mafia 1 Definitive Edition, qui est demeurant vraiment sympa. Il n'est pas aussi excellent et parfait que j'avais pu le lire ou l'entendre dans certaines vidéos, mais il est quand même très cool et il a été fait par les mêmes développeurs que Mafia 3. Donc du coup dans la foulée j'ai enchaîné en une semaine, même pas Mafia 1, Mafia 2 et Mafia 3. Donc Mafia 1 le remake, j'ai pas refait l'original. Et je voudrais du coup vous parler de Mafia 3 Definitive Edition, qui outre le fait qu'elle comporte les extensions de Mafia 3 que je n'ai jamais acheté, donc ça m'a été ajouté gratuitement à mon compte Steam. Je ne sais pas trop ce que ça ajoute, je ne sais pas si ça corrige des bugs ou quoi. En tout cas, je veux faire un deuxième avis, donner un deuxième avis sur ce jeu. Là où j'en suis à peu près à 20 heures de playthrough, j'ai pas tout à fait fini, mais j'ai fait les 3 quarts. Je me rappelle de la fin, en tout cas de la fin que j'ai eue, et je vais essayer d'en viser une autre. Donc je voudrais dire, voilà, je vais me faire l'avocat du diable aujourd'hui, vous parler de Mafia 3, et vous dire que si je devais lui donner une note, à l'époque ça aurait été 7 ou 9 sur 20, et aujourd'hui, eh bien, je mettrais un 11 sur 20. Donc 11, c'est pas non plus une note exceptionnelle, parce que le jeu ne mérite pas non plus que ça, pas déconner. C'est un jeu, je vais commencer par ses défauts pour ensuite en arriver à ses qualités. C'est un jeu qui techniquement est extrêmement faible. Alors moi j'ai un bon PC, mais c'est pas non plus ce qu'on trouve de meilleur dans le marché, mais c'est un PC que j'ai fait monter en 2017 pardon. Et en 2017 c'était pas le maximum non plus. En fait je possède un i5 et je possède une 1060, une GTX 1060. Voilà, ça vous pouvez passer une petite idée de ce que mon PC, de ce que la bête a dans le ventre. Et sur cette machine, Mafia 3, je peux le faire tourner en ultra. Mais capé en 30 fps. Car si je le mets en 60 fps ou en illimité, le jeu a des micro-freeze très fréquents et c'est très très désagréable. Et c'est d'ailleurs ce que je peux reprocher au remake de Mafia 3, de Mafia 1 pardon, qui fonctionne sur le même moteur que Mafia 3. J'ai effectivement des freezes. Alors ils sont pas toutes les 5, ils sont fréquents mais ils sont pas trop gênants, au bout d'un moment on s'y fait. Et comme je voyais que là sur Mafia 3 c'était injouable, et bien j'ai laissé le jeu en ultra 1920 x 1080, je n'ai pas d'écran 4K, et j'ai mis le jeu en capé 30 fps. On a sur PlayStation 2 vu des jeux qui étaient en 30 fps, peut-être même moins, peut-être même 25 fps. En fait c'est une question d'habitude. On s'y habitue plus, maintenant c'est un peu le luxe, c'est un petit peu le standard d'être en 60 fps minimum, parce qu'on peut mettre en plus, on peut mettre en illimité 120 fps, machin. 30 fps, faut s'y faire,
mais c'est vrai que je me suis réhabitué assez vite parce que pendant très longtemps, moi j'ai joué sur des PS2 quand la PS3 était sortie depuis déjà 3 ou 4 ans, quoi. Donc, au niveau des FPS, voilà, ça peut en gêner beaucoup. Moi, ça va, je m'y fais. Mais c'est pas le seul problème technique. Le jeu souffre de bien plus de problèmes techniques que juste les FPS. On a des soucis de génération de maps, c'est clipping, c'est ça. C'est-à-dire que très clairement, dans GTA, ça peut arriver qu'il y a des textures qui se chargent au fur et à mesure et qu'on les voit se charger quand on arrive dans la zone. Là, c'est quand même beaucoup plus fréquent et beaucoup plus visible. On voit des arbres qui apparaissent au loin et des trucs comme ça. On a le ciel et les reflets qui sont catastrophiques. C'est-à-dire que le ciel, les nuages, ils se téléportent. On les voit pas bouger en direct, on les voit se téléporter. Et de même que les reflets sont dégueulasses, ils sont flous. On a un reflet, c'est un jeu qui possède, il se vantait, c'est une des features dont le jeu aurait pu se vanter si ça avait été bien fait. On a des rétroviseurs, on a une vision rétroviseur pour voir derrière sans avoir appuyé sur une touche. Mais la distance d'affichage dans le rétroviseur, plus la qualité d'image dans le rétroviseur, qui est assez, il y a du magazine, il y a tout, c'est dégueulasse, font que bon, je ne le regarde jamais moi le rétroviseur. Et on a les reflets dans les miroirs. Je vous donne un exemple, j'étais en train d'égorger un mec dans les chiottes. Je me retourne vers le miroir des chiottes, je me mets debout et je me tiens devant le miroir m'affiche encore un reflet flou et très abstrait, quasiment, de moi qui égorge le mec au-dessus des chiottes. Et après il se met à jour, il se met à jour il est en 1 FPS en fait, le reflet envoie en 1 FPS en saccadé, c'est dégueulasse. Voilà, après il y a plein de petits bugs et de trucs, même si j'ai eu beaucoup moins de bugs que sur la première fois où j'y ai joué. Je tiens à dire que la première fois où j'y ai joué, c'était l'un des premiers gros jeux que j'ai fait sur mon PC. J'avais eu des écrans bleus, ce qui m'est pas arrivé une seule fois dans mon second playthrough. American playthrough. Voilà, il y a quoi d'autre ça c'est sur le côté technique, j'ai peut-être deux trucs qui m'échappent, mais je vous dirai si ça m'en revient. Mais là c'est les trucs principaux qui me viennent. Et dernier défaut, le jeu est un jeu qui se fait Ubisofté, c'est-à-dire qu'on est sur un monde ouvert. C'est-à-dire que Mafia 1 et Mafia 2, on était sur une map, une ville qu'on visitait. Mafia 1 c'était une parodie de Chicago et Mafia 2 une parodie de New York. Là c'est une parodie de la Nouvelle-Orléans. Et c'est vrai qu'à chaque fois on se baladait, on avait l'impression qu'en dehors de la campagne principale, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part profiter de l'ambiance et se balader. Il n'y avait rien, il y avait peut-être des collectibles, à la limite des journaux Playboy, des magazines Playboy à découvrir et à trouver, mais sinon il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était pas un monde ouvert qui s'assumait en fait, c'était un jeu, peut-être pas couloir, mais en tout cas scripté et avec un point A et un point B bien définis, mais dans un décor de ville. C'est-à-dire qu'on pouvait se balader, mais ça ne servait à rien. Et Mafia 3, ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment à fond dans le monde ouvert. Et pour le coup, quand je vous dis que le monde ouvert est ouvert, et là c'est un des points, selon moi, forts du jeu, c'est que, alors c'est pas tous les bâtiments, mais une grande majorité des bâtiments, on peut y entrer. Et ça, c'est assez fou. Ça, je trouve que, là je sais, je suis en train de déborder dans la partie point positif, mais je vais juste aborder ce petit détail. Je trouve que, et c'est peut-être pour ça aussi que le jeu rame. Alors s'il rame sur mon système, peut-être que sur d'autres systèmes en 60 FPS il n'y aura pas de souci, je m'exprime que en mon nom, mais voilà. Mais je sais que peut-être le fait que tous les bâtiments aient un intérieur et qu'il se passe des choses à l'intérieur, peut-être que c'est le jeu qu'on peut plus, parce que clairement on sent que c'est un jeu qui est sorti beaucoup trop tôt et qu'ils ont essayé de rattacher les wagons au dernier moment. Mais du coup, le défaut majeur, c'est que donc, c'est un monde ouvert, mais c'est un monde ouvert à Ubisoft. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une histoire que je trouve très bien racontée, des personnages vraiment attachants. En fait, pour la première fois dans un Mafia où on suit un personnage, j'ai de l'empathie pour lui, même si ça reste un monstre, faut le dire. Je vais développer un peu l'histoire après, mais c'est un jeu qui est vraiment bien écrit, bien mis en scène, comme les autres Mafias. Quiconque a fait Mafia 1 Definitive Edition, ou même Mafia 1 l'original, ou Mafia 2 sait que la mise en scène, le scénario, c'est très important dans les Mafias. Et le souci, c'est que c'est entrecoupé, ces scènes super intrigantes et super intéressantes, de Ubisoftage, mais obligatoire quoi. C'est-à-dire des libérations de zones, des enquêtes, des assassinats, des sabotages, des machins comme ça. On va en avoir à l'appel et c'est obligatoire pour en fait libérer les différents quartiers de la ville, un peu comme on le ferait dans un Far Cry 3, mais là où ce serait pas obligatoire.
Et c'est dommage parce que du coup c'est une recette qu'on a vue et revue déjà en 2016 et aujourd'hui on n'en peut plus. Moi je vous le dis, j'en peux plus des mondes ouverts, j'en peux vraiment plus. Mais c'est pas très bien fait en plus. Alors comme je vous ai dit, on peut rentrer dans quasiment tous les bâtiments et c'est aussi un peu un prétexte. Alors pour le contexte, parce qu'on peut visiter certains endroits, par exemple, bon, on est à la Nouvelle-Orléans en 1968 et on joue un personnage de couleur noire. Automatiquement, le racisme est omniprésent et du coup il y a certains bars qui sont autorisés juste pour les personnes blanches. Vous voyez. Et du coup, bah, des fois, tu rentres dans les bars. Donc, peu importe si tu as le droit d'y entrer ou pas, le bar ne sert à rien. Tu peux pas vraiment interagir avec. Mais il y a quand même un décor. On peut rentrer, on voit les gens qui sont assis, qui vivent leur vie et tout. C'est vraiment un monde vivant. Pour le coup, on a vraiment le sentiment que le monde est vivant. Moche, parce que je trouve qu'il y a il y a des problèmes, c'est un problème de texture, des problèmes de reflets et tout ça. Même le ciel, enfin, le ciel qui va refléter sur les flaques d'eau, je trouve que ça fait bizarre. Et c'est des défauts que j'ai retrouvés aussi dans le Mafia 1 Remake. Mais un monde vivant, quoi. Un monde vraiment vivant. Je sais pas où je voulais en venir avec ça. Mais voilà, oui, donc, du coup on peut rentrer dans les bâtiments, mais c'est surtout un prétexte pour nous mettre des collectibles. Ils en ont mis plein de collectibles. Ils ont mis des pochettes de vinyle, ils ont mis des magazines Playboy, qui cette fois-ci sont lisibles. Il y a plusieurs pages à lire. Cette fois-ci, c'est pas juste une couverture avec des photos qui sont très explicites. On a des boobs, on a des boobs toujours. Mais là, on a aussi des articles d'époque. On a des photos, des peintures, enfin, on a plein de choses à trouver en fait. Et bon, c'est des collectibles quoi. La forme est jolie. Je sais pas si on dit collectible ou collectable, je crois que c'est l'américaine collectible. Peu importe, vous voyez ce que je veux dire quoi. La forme est jolie, mais enfin, ça reste des collectables, ça reste de la merde quoi. Et ça, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est un passage obligatoire de tous les mondes ouverts d'aujourd'hui. Et franchement, à part Red Dead Redemption 2, je vois pas énormément de mondes ouverts modernes, récents, qui sont sortis les dernières années, qui cassent pas ce moule et on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Donc là, j'ai râlé. Maintenant, je vais vous dire ce que j'aime sur le jeu. Je voulais déjà un petit peu teaser. Il y a l'ambiance que je trouve exceptionnelle. La bande son qui est exceptionnelle puisqu'on est en 1968, donc c'est les années hippies, donc on a du rock, on a vraiment des musiques, on a les Rolling Stones, on a du Elvis, on a vraiment, c'est une perle, musicalement c'est une perle, et je parle pas que des musiques qu'on peut entendre à la radio ou qu'on peut entendre en fond dans les cinématiques ou dans l'émission, on a aussi les musiques de fond, des musiques qui ont été, pendant les scènes de gunfight, qui sont très rock, très rockabilly, et qui plonge parfaitement dans l'ambiance. Pour le coup, c'est un 20 sur 20 en termes de bande son. Les doublages, je le fais en français, sont excellents. Le doubleur de Lincoln, donc le personnage principal, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est le doubleur de Samuel L. Jackson. Donc voilà, hein, j'ai pas son nom en tête, mais on est quand même sur des gros pontes en termes de doublage. Je l'ai pas fait en VO, il paraît que la VO elle est exceptionnelle aussi. Les bruitages sont pas forcément fous et j'ai des bugs de bruitage. Des fois, les sons des armes à feu ne se déclenchent pas, donc c'est un peu problématique. C'est quand j'ai eu un bug et que je suis mort et que j'ai rechargé la partie, qu'il y a eu un bug en même temps, et ben ma partie est foutue, il faut que je relance le jeu en fait pour remettre les bruits. Les bruits qui sont pas toujours très satisfaisants, je trouve. J'ai pas le punch et c'est le même remarque que je ferais sur Mafia 1 Remake. Je sais que je fais beaucoup de parallèles entre les deux, mais ils sont sur le même moteur, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas le côté ouf quand tu utilises une arme et t'as l'impression vraiment que tu l'as eu dans les mains. La satisfaction et la sensation. C'est une sensation inexplicable que tout gamer qui a un minimum touché une manette ou un clavier, il joue à la manette, by the way, mais quiconque sait a un petit peu joué sait de quoi je parle, cette sensation incroyable. Sauf si vous avez joué à des jeux comme Call of Duty où on utilise des armes, on utilise des nerfs quoi. Mais si vous avez joué des jeux avec un minimum de moteur travaillé, vous savez ce que je veux dire. Bah, une sensation qu'on a sur l'original, le Mafia 1 original. Mafia 1 original, il y a vraiment un putain de sensation. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire, j'adore l'ambiance, j'adore l'univers, j'adore le scénario. Donc, en grande, en résumant très brièvement le scénario, on joue Lincoln Clay, qui est un militaire qui a perdu ses parents très tôt, qui a grandi dans un orphelinat pour jeunes enfants noirs à la Nouvelle-Orléans. Et on va dire que c'est un endroit où bon, bah, t'es orphelin et t'es noir à cette époque en 1968, t'as pas trop d'autres endroits que cet endroit-là. C'est un quartier populaire et c'est un quartier où il a grandi, il s'est fait des amis et il considère des gens comme leur famille, comme sa famille. Tu vois. Le souci c'est que Samy,
je crois qu'il s'appelle, donc le chef un petit peu c'est pas vraiment l'orphelinat, mais on va dire celui qui les a un peu recueillis, celui qui lui sert de père spirituel, bah, il gère aussi un petit peu un réseau criminel. Mais alors là où dans Mafia 1 et Mafia 2, les réseaux criminels qu'on nous montre, c'est la mafia et c'est beaucoup de trahison et de coups de pute, là vraiment, on sent que c'est une famille et qu'ils peuvent compter les uns sur l'autre. Les uns sur les autres. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on se sent aimé et on sent que le personnage aime son entourage. Donc on nous présente plein de personnages, voilà, on nous met dans l'univers. Et là, on nous fait rencontrer Sal Marcano, qui est le parrain de la mafia de New Bordeaux, donc qui est un Italien. Et qui nous dit, bah tiens mon fils, avec qui tu as déjà fait quelques petits coups, on voudrait qu'on braque la banque, on voudrait que tu braques pour 10 millions, je crois, quelque chose comme ça, la banque de New Bordeaux. Et on a tout prévu et ça va se faire. Donc ils font un casse. Le casse réussit. Sauf que à la toute fin, ils se font trahir par Sal Marcano et ils se font tous tuer, Lincoln compris. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Il est laissé pour mort. Il se prend une balle dans le crâne, mais la balle est déviée. C'est pour ça qu'il a une cicatrice comme ça sur le côté. Et il va, à partir de là, Lincoln voir rouge et vouloir se venger. Et ça va être une vendetta immense sur la mafia Marcano. Et il va faire. Ce qui est génial, c'est qu'il va contacter un de ses anciens potes quand il était à la guerre du Vietnam. Un mec qui travaille, je crois, je sais pas si c'est la CIA, je crois, c'est la CIA. Et il va tout simplement établir toutes les stratégies qu'il avait appris pendant la guerre. Il va les utiliser sur la mafia. Donc il va faire la guerre à la mafia de manière méthodique, rapide. Enfin, c'est long, mais on va dire de manière méthodique, efficace et j'ai envie de dire sans faire de prisonnier. Parce que le jeu est très violent. Et Lincoln, j'ai beau adorer ce personnage et je trouve que c'est le personnage auquel je me. C'est pas que je m'identifie à lui, mais en tout cas, c'est celui auquel j'ai le plus de sympathie et pour lequel je comprends ses motivations. Là où le chauffeur de taxi du 1 qui se met à vouloir se venger au bout de 2 missions et tuer des gens alors qu'il y a 5 minutes il était honnête, ou le jeune délinquant qui ne veut pas transporter des caisses à l'entrepôt alors il préfère braquer des bijouteries. Bon, je suis un peu moins touché par ces deux personnages. Ils sont attachants, ils sont très bien écrits, ça je ne le remets pas en question, mais je préfère Lincoln en fait. Très sincèrement, Lincoln c'est un personnage préféré. Mais il faut quand même se mettre en tête que même si c'est un personnage et tout, qu'on a envie de se mettre de son côté, ça reste un mec qui a fait des activités criminelles, qui revient de la guerre, qui a des traumatismes de la guerre, et qui est une bête. Mais c'est un monstre. Mais quand je dis que c'est un monstre, il fait, je sais, je dois faire quasiment 2 mètres le machin. Il est très très musclé, et il est d'une violence, mais extrême. Extrême. Et c'est beaucoup plus crédible du coup de voir un mec comme lui savoir manier des armes que Tommy, le personnage du 1, qui est juste un chauffeur de taxi, quoi. Et le gars, vraiment très très brutal. Très 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 brutal. Et du coup, sa stratégie, ça va être, je vais attaquer tous les quartiers de la ville un par un. Je vais trouver les lieutenants et soit les recruter, soit les tuer. Et ensuite, une fois que les quartiers sont à moi, je vais les donner à l'un de mes 3 commandants. On a 3 commandants. On a un Irlandais, on a une Haïtienne et on a un Italien qui n'est personne d'autre que Vito Scaletta, le personnage principal de Mafia 2. Là, je me gare, hein, je suis sur le parking, je vais faire quelques petites courses après cette vidéo. Et en fait, à la fin de chaque mission, quand on a libéré un quartier, donc pour libérer un quartier, il va falloir faire de l'Ubisoftage, hein. Il va falloir saboter, faire des activités secondaires, donc de sabotage, de meurtre ou d'enquête. Ça va être une boucle. La boucle de gameplay, on la comprend très vite. Et on va attribuer un quartier à chaque fois à un de ces 3 colonels. Sachant que si on n'arrête pas d'attribuer des quartiers à un seul et même colonel, ça va attirer la jalousie des autres. Ou pareil, si on en isole un, qu'on donne plein de quartiers à 2 des colonels, mais qu'il y en a un à qui on donne pas, il va vouloir nous tuer. Et du coup, on a plusieurs fins possibles, selon si tout le monde est satisfait. Si on se débrouille bien, normalement, on donne 2 quartiers à chaque colonel, et là, tout le monde est content. Mais il y a la possibilité, effectivement, d'avoir des gens mécontents, et du coup, ça donne... Et je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir ces différentes fins qui vont dépendre vraiment de qui on choisit. Sachant que quand on donne un quartier à un colonel, il va nous donner des avantages de gameplay et on va être attiré par tel ou tel avantage. Donc c'est aussi une genre de façon de build son personnage et ses talents. C'est pas un RPG, hein, loin de là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a le choix entre débloquer une certaine arme et débloquer la possibilité de transporter un medkit en plus,
contre, par exemple, la possibilité d'appeler quelqu'un pour qu'il t'enlève l'indice de recherche, quoi. L'équivalent des étoiles de GTA. Donc en gros, on a ça, cette proposition qui est super intéressante, mais qui est un peu gâchée par à la fois un côté technique vraiment très dommage et une boucle de gameplay qui peut lasser plus d'un, en fait. Et moi, je pense que cette boucle de gameplay, rétrospectivement, je vois pas comment on aurait pu faire différemment dans un jeu comme ça où le but est de reprendre le contrôle d'une ville. C'est ni plus ni moins comme dans GTA San Andreas quand on attaquait les quartiers un par un. C'était long et fastidieux, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est long et fastidieux de le faire. Mais je pense qu'on aurait pu diminuer par deux le temps que ça prend de prendre un quartier. Parce que dans chaque quartier, il y a deux business. Donc il va falloir attaquer les deux dirigeants de chaque business pour attaquer le dirigeant du quartier lui-même. Et en fait, à chaque fois qu'on attaque un business, on le donne à un de nos partenaires. Et à la fin, quand on libère le quartier, on donne le quartier au partenaire. Et du coup, si j'ai donné partenaire 1, donc Cassandra, la haïtienne, si je lui donne les deux business, mais qu'ensuite je décide de donner le quartier à Vito, ça annule les avantages que Cassandra m'a donné auparavant. Du coup, ça, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, ce qui est marrant, c'est que ça peut énerver quelqu'un. Parce que Cassandra, si je lui donne les deux business du quartier et qu'elle me dit, bon, bah, tu m'as donné les deux business du quartier, c'est logique que tu me donnes le quartier. Si tu le donnes à quelqu'un d'autre, elle va être très vexée. Et du coup, bon voilà, on peut forcément provoquer un petit peu le destin tragique de ces personnages. Sachant que les personnages, on leur fait pas confiance. Et on le sait dès le début, on nous le dit, c'est des pourris. Cassandra, tout comme Vito, tout comme Burke, qui est l'Irlandais, on leur fait pas confiance. Et du coup, bah, la confiance, ça va dans les deux sens. Il va falloir prouver qu'ils peuvent nous faire confiance si on veut qu'ils nous fassent confiance en retour. Et je trouve ça assez intéressant parce que finalement, la confiance, c'est un thème qui revient souvent dans Mafia. Dernier point que je voulais dire en l'honneur du jeu. On a beaucoup trop de jeux qui ont tendance à réécrire l'histoire au profit peut-être du politiquement correct, ou en tout cas peut-être pour lisser en fait des pans de l'histoire parce qu'ils ont peur de se faire censurer. Je vous donne des exemples, mais on a un jeu que j'ai joué récemment qui est un commando-like qui s'appelle Partisan 1941, où ça, on voit la Seconde Guerre mondiale mais du côté des Russes. Et moi dans le jeu, il n'y a pas de croix gammée, le mot nazi, je n'ai pas entendu être prononcé une seule fois. En fait, les mecs n'ont pas compris qu'on doit tuer des nazis. On n'est pas du côté des nazis. C'est-à-dire que c'est un jeu où on jouera du côté nazi, effectivement, on comprendrait peut-être que ça peut en déranger plus d'un. Mais là, il faut tuer des nazis. Donc quel est l'intérêt de retirer tous les symboles nazis, tous les symboles de ce qu'on détruit? Parce qu'aujourd'hui, le niveau culturel en France et le niveau éducationnel entre le Covid et... Bon, il y a une anecdote, je vous la dis, mais j'étais en BTS, et en BTS, le niveau d'anglais était minable. Et en fait, on a eu un cours d'anglais où on apprenait les syllabes avec des photos, des dessins d'animaux. Voilà, en BTS. Donc quand on arrive à cet extrême-là, tu dis que le niveau scolaire français et peut-être même mondial est vraiment plus bas que terre. Et un gamin qui écoute rien à l'école et qui joue à Partisan 1941, ou à un autre jeu, hein. J'ai pris cet exemple, mais c'est le cas de plein d'autres exemples où on essaie de nous mettre dans je sais plus quel Battlefield, où on nous met des femmes soldats avec des bras robotiques et des cheveux bleus. Enfin bon, on réécrit l'histoire et on la lisse pour convenir en fait à des communautés. Et du coup, un gamin qui va jouer à Partisan 1941 et qui a aucune idée de ce qu'est le conflit, il va croire qu'il suit une histoire fictive avec un conflit fictif. Parce qu'il n'y a pas de référence, il y a pas de, on a retiré les croix gammées. Il y a eu le remake de Commando 2, enfin le remaster de Commando 2, ils ont retiré les croix gammées, ils ont retiré quelques animations qu'ils jugeaient violentes, hein, et ils ont retiré les symboles de l'armée japonaise, de l'aviation japonaise. On marche sur la tête en réécrivant l'histoire, en fait, en gommant des trucs de l'histoire pour le rendre lisse. Et du coup, bah, ça nous enlève le contexte, et c'est extrêmement dangereux comme procédé. C'est extrêmement dangereux, parce que l'histoire en elle-même, avec un grand H, le grand but de l'histoire, le but premier de l'histoire, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est un témoin, l'histoire est le premier témoin des horreurs passées. Et c'est le truc, c'est pas pour rien qu'on a des cours sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai eu moi pendant des années à l'école, pour dire bah, les camps de la mort c'était pas bien, les nazis c'était pas bien, faut pas faire ça, et voici les preuves. Mais si on gomme ça, et qu'on commence à faire ça dans notre culture, on va répéter les mêmes conneries. Bref.
Tout ça pour en arriver au point que Mafia 3 ne fait pas ça. Mafia 3, c'est un jeu qui est dur. Il est très dur. On nous montre vraiment une époque, et il y a un encart au début, un petit texte de la part des développeurs qui nous dit les mots racistes que vous pourrez entendre et les comportements racistes sont odieux. Évidemment qu'on ne les encourage pas, mais c'est pour nous montrer que cette époque a été comme ça et que ce serait injuste, et là je suis totalement d'accord, envers les communautés qui ont été blessées par ça, de taire ce qui s'est vraiment passé. Et ce serait, et je comprends, et c'est logique, c'est totalement logique. Du coup, le jeu, il est assez authentique là-dessus. On a par exemple, comme je vous l'ai dit, des bars, les flics qui nous regardent avec insistance, parce qu'on joue un personnage noir, je le rappelle. Quand on rentre dans des bars, il y a certains bars qui sont réservés aux blancs. On nous montre la ségrégation, on nous montre le racisme qui est omniprésent. Tout en nous montrant aussi le fait que, par exemple, le personnage qui aide, donc qui travaille pour la CIA avec Lincoln, jamais une seule fois il dit quelque chose de raciste, et il est blanc. Par contre, il a aussi des alliés, Burke, l'Irlandais, il lâche le N-word tout le temps. Et c'est un allié, c'est pas un ami. La nuance, elle est là. C'est-à-dire qu'on a des intérêts communs. Tous ces trois colonels, ils ont envie de faire tomber Marcano, donc le chef, le parrain qu'on essaie de tuer, parce qu'il leur a baisé la gueule. C'est une alliance fragile, qui est juste basée sur la haine de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on peut les trahir à n'importe quel moment. Vito, je l'ai jamais entendu dire le N-word, par exemple. Voilà. Et pourtant, c'est un Italien, et j'ai regardé Les Sopranos, et c'est pas les plus tolérants. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un jeu qui est très authentique, il m'a mis mal à l'aise à certains moments. Je le reconnais dans son authenticité. En fait, il m'a mis mal à l'aise tout en me faisant du bien. C'est ça qui m'a mis mal à l'aise en mode, ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même cette époque. Et en même temps, tu te dis, enfin un jeu qui a les couilles de montrer quelque chose sans lisser la vérité. Et du coup, bah, c'est super satisfaisant quand tu arrives à une réunion du Ku Klux Klan et que tu butes tout le monde, tu vois, voilà, c'est logique, tu vois, on a envie de les buter, quoi. Et voilà. Donc c'est un jeu qui est authentique, qui raconte une vraie histoire, à laquelle je me suis vraiment attaché aux personnages beaucoup plus que les personnages précédents, et qui nous propose quelque chose d'intéressant, avec une bande son incroyable et un gameplay. Les gunfights sont satisfaisants. En soi, ils sont satisfaisants, les animations sont satisfaisantes. Ouais, ça aussi, c'est un autre truc, les animations, je les trouve chouettes. Quand on est en train de viser, puis qu'on arrête de viser, qu'on reprend notre course, les animations, elles sont vraiment, vraiment bien capturées, quoi. Et tout ça, tout est raconté via des témoignages, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais on est dans un flashback un petit peu comme dans Mafia 1. Le jeu est en fait un flashback commun de plein de personnages qui ont connu Lincoln et qui parlent à une caméra ou parlent à un tribunal. En l'occurrence, le personnage de la CIA qui est notre allié, Donovan, il est interrogé après les faits. Parce qu'en fait, on nous dit dès le début, bah, après l'intro, que Lincoln a été trahi, on nous dit clairement que Lincoln, il a déchaîné une haine et une colère vraiment monumentale sur le quartier enfin, sur la ville de New Bordeaux et sur la mafia de Marcano. Et on est du coup témoin de ce flashback, vu qu'on le joue en fait, le flashback. Et on a interrogé, voilà, on a des témoignages les deux personnages qui reviennent le plus souvent, c'est donc Donovan, qui est notre ami de la CIA, et on a le père, j'ai oublié son nom, mais c'est un prêtre qui a fait la Seconde Guerre mondiale et qui a grandi auprès des enfants, du coup, du groupe d'enfants dans le quartier où Lincoln a grandi. Donc du coup, il l'a connu et il le voit se perdre. Et les cinématiques sont incroyables. Et il y en a que j'ai trouvé vraiment, qui m'ont saisi, vraiment, qui m'ont pris le cœur, et j'étais pris dedans. Quand Lincoln revient chez le prêtre pour faire évacuer quelqu'un que Marcano veut faire assassiner, le prêtre dit: je connais quelqu'un pour le protéger, on le fera fuir, on ira au Mexique. Et avant de le quitter, on voit dans le regard, t'as Lincoln qui dit au prêtre: bah, je te remercie, enfin, je vous remercie vraiment. Et il ne répond pas, il le regarde, et on voit dans le regard que Lincoln se perd, et que le prêtre l'a compris, et que ça le rend triste, ça le blesse profondément. Il le dit lui-même: ça me blesse de voir que Lincoln, qui était quelqu'un de bien, est devenu quelqu'un, il s'est perdu en fait. Il s'est perdu. Et voilà. Et ça, c'est des témoignages qui reviennent souvent, et c'est ce genre de témoignages qui permettent de faire avancer l'histoire. On a un ping-pong entre une séquence de témoignages et une séquence de ça. Il y a un troisième personnage qu'on voit souvent, c'est un mec, je crois, bah, de la police, peut-être, ou du FBI, qui enquête sur le cas Marcano et le cas Lincoln Clay. Et du coup, c'est quelqu'un qui est très neutre et qui fait vraiment penser à un reportage qu'on peut avoir sur RMC, ou une enquête sur un tueur en série, où il est très calme, très pondéré, et il explique les choses. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, Mafia 3,
11 sur 20, je lui mettrais. Et bah, c'est un jeu prometteur, mais qui malheureusement, avec ses défauts techniques et son Ubisoftage à outrance, est pas fou. Est pas fou et techniquement c'est dommage. Et je pense que les gens lui ont jeté la pierre à cause de ça. Et en plus de ça, il y a des extensions qui sont sorties sur ce jeu et qui ont été offertes quand le jeu est passé en Definitive Edition et que j'ai pu commencer. J'en ai fait 1 et demie et elles sont curieuses mais intéressantes. Et surtout, elles sont pas aussi bizarres que les extensions de Mafia 2. Pour ceux qui ont fait les extensions de Mafia 2, vous comprendrez ce que je veux dire. Espèce de délire de scoring et de logos qui tournent pour déclencher des missions où c'est juste des textes. C'est très chelou dans Mafia 2, les DLC, vraiment. Là, Mafia 3, non, c'est vraiment intéressant, ça s'intègre bien et ça rajoute des éléments de gameplay au jeu principal. Des armes, notamment des lancers de couteau ou des choses comme ça. Et donc voilà. En fait, je pense que c'est un jeu qui, dans sa présentation, a tout foiré. Mais si vous êtes capable de faire l'exercice de passer outre les bugs, même si les bugs, je trouve que dans Definitive Edition, finalement, il y en a quand même moins. Alors évidemment, des fois, je roule et il y a une voiture qui pop dans la mienne et du coup, je me retrouve dans le ciel. C'est chiant, tu vois. Ça arrive pas si souvent, mais voilà. Il y a quand même des bugs. Moi, sur mon système et peut-être sur beaucoup de systèmes, c'est capé à 30 FPS pour que ça fonctionne. Mais si vous passez à travers tous ces problèmes et que vous vous concentrez vraiment sur l'histoire et sur l'ambiance, et ben c'est un jeu qui peut éventuellement être bien. Et je dirais en conclusion que Mafia 3, à l'époque, il avait fait énormément parler de lui, mais que quand Cyberpunk ou d'autres jeux sont sortis et qu'ils ont déçu, on a totalement oublié Mafia 3. Et en fait, on se rend compte que Mafia 3, malgré tous ses défauts, qui viennent dissimuler toutes ses qualités qui sont indéniables, et ben c'est pas le pire. Et c'est pour cette raison que Mafia 3, je lui ai laissé une seconde chance, et aujourd'hui, je l'apprécie. À sa juste valeur, bien évidemment, c'est pas un jeu exceptionnel, mais il raconte quelque chose et il y a un projet. Et voilà. Donc, en conclusion, Mafia 3, c'est pas ce qu'on a fait de pire. C'est juste dommage qu'il n'ait pas été terminé et qu'il soit sorti dans cet état. Et je pense que ça aurait pu être probablement le meilleur Mafia de la franchise si on leur avait laissé le temps et les moyens d'accomplir leur tâche en Guerre 13. Voilà. Bon, bah j'ai fait 32 minutes, je trouve que c'est pas mal. J'étais tout seul, donc j'aurais été avec quelqu'un d'autre, ça aurait duré le triple. Ouais, pas de montage, je vais uploader ça comme ça. Allez, bisous, ciao ciao.